cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne de manti kala harino kando bore no bongo sebanda Le président de la République islamique de Mauritanie séjourne dans notre capitale depuis ce matin. Mohamed Ould Abdel Aziz a été accueilli à sa descente d'avion par le président. À suivre les détails dans ce journal. Clôture ce matin à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2013. À suivre les tenants et aboutissants de cette cérémonie de clôture. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le président de la République islamique de la Mauritanie est depuis ce matin en visite de travail à Niamey, au Niger. Le président Mohamed Ould Abdel Aziz a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République Issoufou Mahamadou ainsi que les membres du gouvernement. Le compte-rendu de cette cérémonie d'accueil avec Isidore Banaba et Soumaïla Dandi. Il était 10h40 quand le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz foulait pour la première fois le sol nigérien en tant que président de la République islamique de la Mauritanie. À la tête d'une forte délégation, le président Ould Abdel Aziz a été accueilli à l'aéroport international d'Uri Amani par le président de la République Issoufou Mahamadou, celui de l'Assemblée nationale Amma Amadou et les membres du gouvernement ainsi que les présidents des différentes institutions. Exécution des hymnes, honneurs militaires, biens de foule, remise de la clé de la ville de Niamey, autant de signes qui montrent la réelle volonté des deux chefs d'État de renforcer les liens multiformes qui lient les deux nations depuis fort longtemps. Voilà, après l'aéroport, les deux chefs de l'État se sont rendus au palais présidentiel où une réunion entre les deux délégations a eu lieu. Voyons donc l'essentiel de cette réunion avec toujours Isidore Banaba et Soumaïla Dandi. Voilà, nous ne pourrons pas donc... Mohamed Ould Abdel Aziz, parfois appelé Mohamed Abdel Aziz, Ould Abdel Aziz est un général de l'armée mauritanienne, chef de l'État du 6 août 2008 au 15 avril 2009, puis président de la République depuis le 5 août 2009. Mohamed Ould Abdel Aziz a une carrière militaire et politique bien riche. Après ses études secondaires, il rejoint l'armée nationale. Il connaîtra plusieurs formations au Maroc, en Algérie et en France. Puis, il gravit tous les échelons pour accéder en 2004 au grade de colonel. Il fut 4 ans plus tard, en janvier 2008, élevé au grade de général. Par la suite, il se lance dans la carrière politique. Le 6 août 2008, il dirige le mouvement de rectification qui met fin au pouvoir de l'ex-président de la République qui a dévoyé à son profit personnel le processus démocratique et devient le président du Haut Conseil d'État et chef de l'État. Le 5 mai 2009, il est élu président du Parti de l'Union pour la République, UPR, majoritaire au Parlement lors de son congrès constitutif. Le 16 avril 2009, il démissionne de son poste de président du Haut Conseil d'État et présente sa candidature à la présidence de la République au scrutin présidentiel du 18 juillet 2009. Mohamed Ould Abdel Aziz est élu le même jour au premier tour avec 52,47% des voix. Le 4 août 2009, il démissionne du directoire de l'UPR conformément à la Constitution. Depuis son élection, sa priorité est toujours restée la même, la sécurisation du territoire. Après avoir convoqué en urgence les chefs d'état-major, Mohamed Ould Abdel Aziz a pris la décision de redéployer l'armée mauritanienne dans l'est du pays à la frontière malienne, compte tenu de la situation dans le nord Mali.
Sous la conduite du président Ould Abdelaziz, 4e président élu depuis l'indépendance en 1960, la Mauritanie est sur la voie du développement général grâce aux acquis et aux importantes réalisations. Cette visite de travail et d'amitié du président mauritanien au Niger s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d'amitié et de fraternelle coopération multiforme qui existe entre les deux pays. Une coopération qui vise à renforcer et à raffermir les liens historiques unissant le Niger et la Mauritanie. Voilà, vous l'avez compris, donc c'était plutôt le parcours du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, un portrait qui était donc signé Rachida Altine. Je le rappelle, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé à Niamey pour une visite de travail de 48 heures. Au cours de son séjour, le chef de l'État mauritanien aura des entretiens avec le chef de l'État de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Et puis, le Niger et la Mauritanie sont deux pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui partagent plusieurs similitudes. Ils font face aux mêmes défis, lutter contre le terrorisme, booster leur économie et assurer une sécurité alimentaire aux populations. D'autres précisions dans ce dossier signé Rachida Altine. Pays d'Afrique de l'Ouest limité au nord par le Sahara occidental, le Maroc et l'Algérie, à l'est par le Mali, au sud par le Mali et le Sénégal, la Mauritanie côtoie à l'ouest l'océan Atlantique Nord par une façade de 600 km s'étirant de Indiago au sud jusqu'à Nouadhibou au nord. La Mauritanie couvre une superficie de 1 30 700 km². C'est le 6e pays plus vaste de l'Afrique après l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Soudan, la Libye, le Tchad et le Niger. Sa population est estimée à environ 2 500 000 habitants. Le pays partage plusieurs similitudes avec le Niger. Sur le plan des ressources minières, la Mauritanie jouit d'une richesse loin d'être négligeable. En plus de ses minerais de fer exploités depuis l'indépendance et sa richesse halieutique considérable, le pays est devenu depuis 2006 exportateur de pétrole. Par ailleurs, les indices de l'existence des métaux précieux dans le sous-sol annoncent un lendemain meilleur pour les populations, à l'image du Niger qui dispose d'importantes ressources naturelles comme le fer, le charbon, l'uranium, le pétrole et l'or. Sur le plan du climat, la Mauritanie est un vaste pays désertique et si le pays figure parmi les pays pauvres du monde, c'est à cause des conditions climatiques largement défavorables et le processus du développement intérieur. En matière d'économie rurale, l'agriculture, l'élevage et la pêche sont les trois mamelles de l'économie en Mauritanie. C'est le cas au Niger où l'agriculture et l'élevage sont les piliers de l'économie. 14% du PIB est généré par la production de bétail, chameaux, chèvres, moutons, bovins. Seulement 15% des terres du Niger sont cultivables et les pluies sont parfois insuffisantes. Aujourd'hui, tout en œuvrant pour leur épanouissement économique et pour le renforcement de leur unité nationale, les Mauritaniens assument pleinement leur rôle de fédérateurs comme l'avaient fait jadis leurs ancêtres. En effet, avec leur position charnière entre le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara, la Mauritanie joue depuis le Moyen-Âge le rôle de propagateur d'un islam authentique et tolérant. Conscients de ce rôle de passerelle, ils ont toujours agi pour la paix, pour la compréhension mutuelle et pour le rapprochement entre les peuples arabes et négro-africains. Le Niger, pays à la lisière entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, a joué un rôle prépondérant dans l'intégration de ces deux communautés. Deux pays aux traditions commerciales ancestrales et voies de passage des trafics caravaniers du négoce entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. La Mauritanie est certes une république islamique, mais le Niger est fortement islamisé historiquement. Agadez a largement contribué à la propagation et au rayonnement de l'islam dans la région. En matière de sécurité, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est prêt à intervenir militairement aux côtés de la France et des États de la CEDEAO au Mali, si la force d'intervention africaine MISMA déployée au Mali passe sous la tutelle onusienne. Pour le chef de l'État mauritanien, le terrorisme est un fléau et un mal qui ne connaît pas de frontières et avec lequel on ne peut pas négocier. Il a en outre déploré l'impact néfaste du terrorisme sur les économies des pays du Sahel. Cela se répercute sur nos économies. Le tourisme est pratiquement en léthargie, que ce soit au Niger, au Mali ou encore en Mauritanie, a-t-il indiqué. Pour sa part, le président Issoufou Mahamadou a souligné que le Niger et la Mauritanie, comme tous les autres pays du Sahel, sont soumis aux mêmes menaces. Le terrorisme, la menace des organisations criminelles, notamment le trafic de drogue. Face à ces menaces,
Il n'y a jamais eu de contradiction entre la Mauritanie et le Niger par rapport aux solutions qu'il faut envisager, a-t-il affirmé. Les vastes programmes de réforme dans tous les domaines engagés en Mauritanie, ainsi que la perspective de l'exploitation des différentes richesses du sous-sol, notamment le pétrole, ont permis au pays de débuter son nouveau millénaire avec espoir et optimisme. Actuellement, l'édifice de l'économie mauritanienne repose sur plusieurs secteurs, dont entre autres l'extraction minière, la pêche industrielle, le commerce et le secteur agropastoral. C'est aussi le cas au Niger, qui compte développer son économie grâce aux énormes ressources minières dont il dispose. Pétrole, uranium, qui sont susceptibles de financer en partie le programme de la Renaissance, c'est-à-dire le PDS et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Sur le plan sécuritaire, la Mauritanie et le Niger ont signé un accord de coopération militaire le 20 août 2013 à Nouakchott. Une coopération très importante compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone sahélo-saharienne. La Mauritanie et le Niger sont deux pays frères unis par un intense tissu de relations d'ordre historique, culturel, sociologique, géographique et sécuritaire, a déclaré le chef de la diplomatie mauritanienne Hamadi Ould Hamadi. La Mauritanie et le Niger sont deux pays frères unis par un intense tissu de relations d'ordre historique, culturel, sociologique, géographique et sécuritaire, a déclaré le chef de la diplomatie mauritanienne Hamadi Ould Hamadi. Nos deux pays partagent en vérité une destinée commune au triple plan sous-régional, régional et international. Il faut le souligner, les deux pays travaillent ensemble avec le Nigeria, le Burkina Faso, la Libye, le Tchad et l'Algérie depuis 2010 dans le cadre du comité d'état-major opérationnel conjoint pour la région du Sahel, CEMOC. Cette parfaite entente et cette totale harmonie témoignent ainsi de l'excellente coopération bilatérale entre les deux pays et de l'excellente relation politique entre nos deux pays. Et puis, je l'annonçais par rapport à cette visite du chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Après l'aéroport, les deux chefs d'État se sont rendus au palais de la présidence où une réunion entre les deux délégations a eu lieu. Vous pourrez suivre donc les détails par rapport à cette réunion. Ce sera en partie magazine de ce journal. Cela dit, clôture ce matin à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2013. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a tenu un discours à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette session 2013 dite budgétaire. La session dite budgétaire, après 2 mois d'examen et d'adoption de lois, notamment l'adoption de la loi des finances 2014 et l'autre fait ayant marqué cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013, c'est l'engagement du gouvernement de Brigitte Raffini devant les élus du peuple, en un mot, la motion de confiance qui a été votée avec succès. Ces 2 points sont des composantes du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale. Si la majorité, lors des débats, a connu quelques moments d'énervement, elle a néanmoins admis, en fin de compte, avec un indéniable fair play, la pertinence de certaines observations, montrant ainsi qu'elle peut accepter et faire sien le principe d'objectivité. C'est pourquoi je voudrais encore une fois appeler l'attention des honorables députés sur la nécessité absolue que nous avons tous de ne pas oublier, quelle qu'en soit la circonstance, que nous avons une double responsabilité à assumer en tant que représentants du peuple. Responsabilité envers l'État et sa stabilité, sans doute, mais responsabilité aussi envers nos concitoyens électeurs et leurs attentes. Car un député, de quelque bord qu'il soit, se doit d'abord de défendre l'intérêt collectif, c'est-à-dire celui de la nation tout entière, avant ceux de sa circonscription électorale ou ceux d'une coterie, fût-elle politique. L'appréciation de ce discours prononcé par le président de la deuxième institution de la République est une bonne occasion pour les camarades députés. Les avis restent partagés. Le gouvernement a mené un budget réaliste et consistant qui a été voté avec une très forte majorité de 71 députés, je dis bien 71 au lieu de 110. Il y a eu une erreur de compte. J'ai écouté plutôt le discours d'un responsable de parti politique.
Vous avez entendu les propos tenus par le président de l'Assemblée. Il a pratiquement insulté les députés. Il les a traités de tous les noms d'oiseaux. Je crois que ça ne l'honore pas. Ça n'honore pas notre institution. Vous avez vu, il y a certains députés de l'opposition, que je ne veux pas citer, que vous connaissez, qui ont voté favorablement, alors que nous, les deux groupes parlementaires qui constituent l'opposition, nous avons donné des consignes pour ne pas voter. Alors, pourquoi ils ont agi de cette manière? Ce n'est que l'argent. Et je crois que c'est la triste réalité. L'autre texte qui a retenu particulièrement mon attention, qui est d'importance capitale, c'est aussi le cadre électoral qui a subi une modification, en fait des modifications en vue d'introduire le fichier électoral biométrique. Donc c'est vraiment une avancée très significative dans l'organisation des élections au Niger. Relativement au discours, je n'ai pas une appréciation particulière. Le président de l'Assemblée a donné son opinion par rapport à la situation de manière générale et par rapport à l'ambiance qui règne au sein de l'Assemblée. Je pense que c'est son point de vue à lui. Et puis bon, nous sommes en démocratie. Personne ne peut nier à l'autre d'avoir une opinion, d'avoir son appréciation par rapport au tel acte. La prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale est prévue pour le mois de mars 2014 prochain. Cependant, les procédures existent en fonction des lois de la République pour la convocation d'une ou de plusieurs sessions extraordinaires. Le Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, édition 2013, bat son plein au niveau du palais du 29 juillet. Au programme de la 4e journée, une conférence débat organisée au palais des congrès de Niamey sur le thème technique de traitement du bassin et des tissus haut de gamme. Sur le site, l'ambiance est au rendez-vous. Des précisions avec Al-Mokhtar Kainé et Jamil Oumarou. Au menu de cette 4e journée du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, une conférence sur les techniques de teinture et le service après-vente du bassin et de tissu haut gamme. En ouvrant les travaux, la directrice de cabinet du ministère du Tourisme et de l'Artisanat a situé la rencontre. Ces formations permettront à ces femmes d'acquérir des savoir-faire techniques dans des domaines variés pour leur permettre d'exercer de façon convenable une activité professionnelle, d'accroître leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui se situe dans cette optique. Plusieurs témoignages et questions sur la teinture ont enrichi les débats. À noter qu'une experte en teinture a fait le déplacement du Niger pour partager son savoir-faire avec les femmes nigériennes. Sur le site du SAFEM, l'événement poursuit son bout de chemin. Tout se passe normalement et comme prévu, comme en témoignent ses exposants. Nous sommes venus au SAFAM parce que c'est pour la femme. Nous demandons à toutes les femmes de venir. C'est un événement qui ne doit pas se faire raconter. Concernant l'affluence des gens qui viennent pour voir l'exposition, on se réjouit beaucoup parce que pour les 2 journées entre hier et aujourd'hui, rien que pour les billets et les tickets d'entrée, on est à plus de 3 millions. Rien que pour les tickets d'entrée. Ça veut dire qu'il y a un engouement de gens sur le site. Et par rapport aux ventes aussi, nous voyons comment les gens sortent avec des plastiques. Ils achètent beaucoup, donc nous pouvons que nous réjouir. Et par rapport à l'organisation aussi, comme je fais partie du comité d'organisation, je fais partie de la sous-commission exposition infrastructure. Et là aussi, on a fait tous les stands qui ont été demandés. Et les stands sont pratiquement à 98% occupés présentement. Ça fait maintenant 4 jours qu'on est venu ici. Et sur le marché, il y a des gens qui passent, qui nous ont dit toujours qu'ils vont passer.
Donc on attend pour le marché. C'est pas facile, mais on attend avec toute la chaleur qu'on a et le déplacement qu'on a vu sur la route qui n'est pas bon aussi. Donc maintenant on est là en train d'attendre pour les clients. Oui. J'ai fait un appel aux autorités de nous aider parce qu'on n'a rien avec toute la saison qui était passée pendant tout le temps là, il n'y a rien qu'on vend. On était à Agadez, on attend. Les gens nous disent toujours qu'il y aura des touristes qui vont venir, mais jusqu'à présent on ne voit rien. Donc on veut que vraiment le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Je dirais à la population nigérienne de se déplacer massivement pour venir au palais du 29 juillet, c'est ça, et pour voir, parce que ce que nous avons amené ici, c'est beaucoup. J'ai encore d'autres produits et je ne vais pas tout présenter maintenant. Vous venez ici. Le SAFAM, c'est jusqu'au 9 décembre prochain. La population est donc invitée au palais du 29 juillet pour y découvrir la beauté de l'artisanat de la femme nigérienne en particulier, mais également celle de la femme africaine en général. Début ce matin au centre régional Agrimet d'un atelier de renforcement des capacités sur l'utilisation des produits satellitaires. Objectif, mieux outiller les participants sur la maîtrise des outils du système d'information géographique. Le compte-rendu de Isidore Banaba et Issa Hassan. Ces participants, venus de diverses structures intervenant dans le domaine de l'environnement, seront outillés sur l'utilisation des produits satellitaires et des outils du système d'information géographique dans les domaines de la gestion de l'eau, des terres et dans l'alimentaire. Cette séance de formation, initiée par le Centre régional Agrimet, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest par l'amélioration de l'information climatique. La production et la diffusion des données pour permettre une meilleure prise en charge de ce problème dans la planification de développement demeure insuffisante. Cela s'explique principalement par une faible qualité des données disponibles et une insuffisance des compétences des acteurs de la région pour mieux faire face à la question. Il est donc nécessaire de mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités des acteurs pour une maîtrise des outils de gestion de l'information climatique. La question du changement climatique est une priorité pour le développement des nations. C'est pourquoi les institutions nationales et sous-régionales doivent produire des informations pertinentes pour les utilisateurs en matière de changement climatique qui se manifeste parfois avec violence dans la sous-région. La région ouest africaine est confrontée aux effets de la variabilité et du changement climatique avec des conséquences néfastes sur les conditions de vie des populations. En effet, des phénomènes comme les inondations, les sécheresses, les attaques des ennemis de culture, l'érosion côtière et la désertification accentuent la vulnérabilité des populations avec en particulier des crises alimentaires répétitives et la dégradation continue de l'environnement. Au cours de cet atelier qui va durer 5 jours, les participants examineront les pistes nécessaires permettant de collecter et de traiter les informations relatives au changement climatique. La communauté tchadienne résidant au Niger a célébré hier soir à la maison des jeunes Diado Sékou de Niamey la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad. Un anniversaire placé sous le signe du bilan de la gestion du président de la République tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno. Occasion mémorable, notamment le 23e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad, le MPS tient à marquer l'événement. Le 23e anniversaire de la fête de la liberté et de la démocratie est une fête pour tous les Tchadiens. Elle marque bien entendu l'avènement du pouvoir du MPS en 1990, mais c'est surtout une nouvelle page vers la démocratie et les libertés que le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a apporté aux Tchadiens. Et aujourd'hui, tout le Tchad est en fête et les Tchadiens résidant au Niger ne font que communier avec les autres Tchadiens. Et nous en sommes fiers
Et nous sommes surtout fiers que nos frères tchadiens ont pu partager avec nous ces moments de joie. En se basant sur ces lignes directrices, le MPS a pu restaurer la paix et la stabilité au Tchad et même au-delà. Par conséquent, le MPS change d'appellation. Il s'appelle désormais la Protection mondiale du salut. À noter également dans le compte du MPS plusieurs réalisations dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation et de la santé au Tchad. Le président fondateur a inscrit 2 milliards par région, soit 44 milliards pour soutenir la promotion de la jeunesse et la promotion de la femme, surtout en milieu rural. De nombreuses réalisations ont été opérées. En termes d'infrastructures scolaires, nous sommes passés de 14 écoles normales à 22 écoles normales supérieures d'instituteurs, soit une école normale par région. Sur le plan de l'enseignement supérieur, chaque région, je dis bien chaque région, a reçu une université ou un institut d'enseignement supérieur. Et la plus grande réalisation, ça c'est le rêve, et c'est un plus beau cadeau, offert par son Excellence le Président fondateur. C'est l'université de Toubra. Et pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs animations ont marqué cette célébration du 23e anniversaire de la liberté et de la démocratie au Tchad. La plateforme de la jeunesse nigéro-turque a organisé hier à l'auditorium Sani Bako une conférence sur les relations de coopération entre le Niger et la Turquie. Objectif, informer les Nigériens sur les opportunités de la coopération nigéro-turque. Mariam Soumana, Ibrahimidi pour le compte-rendu. Examiner les relations nigéro-turques et contribuer au développement de ces relations. Informer les Nigériens sur les opportunités de la coopération entre les deux pays. Assurer la mise en place d'un dialogue entre les intellectuels turcs et nigériens. Voilà, entre autres, les objectifs que vise la plateforme de la jeunesse nigéro-turque à travers la tenue de cette conférence. Une première activité destinée aux acteurs de la société civile, au cadre de l'administration, à la jeunesse nigérienne, qui a vu la participation d'une forte délégation venue de la Turquie. Occasion pour l'ambassadeur turc au Niger de lister des projets et programmes en faveur de la population nigérienne. Voilà, Inch'Allah, nous commencerons la construction d'un nouveau complexe d'enseignement secondaire avec une capacité d'environ 2000 élèves au début de l'année 2014. Simultanément, près de 30 nouvelles classes en matériaux définitifs seront construites pour remplacer les classes périodes à partir de l'année prochaine aussi. Et aussi le centre de formation technique sera également réhabilité pour offrir aux étudiants de formation professionnelle. Tous ces projets seront exécutés toujours avec la coordination de notre agence de développement, TICAN. Nous continuons aussi, comme vous le savez peut-être, à octroyer des bourses d'études aux étudiants nigériens. L'année dernière, 50 bourses ont été octroyées au Niger. J'encourage les jeunes Nigériens et aussi les communiqués de notre ambassade à partir du mois de mars de l'année prochaine et à ce qui concerne les modalités de faire de la demande de bourse académique en Turquie. Le coordinateur de la plateforme de la jeunesse nigéro-turque a d'abord remercié les bonnes volontés qui accompagnent la jeunesse pour les initiatives de développement avant de faire la jeunesse de leur association. La plateforme de la jeunesse nigéro-turque est une association créée suite à notre participation au programme Pont de jeunesse Turquie-Afrique de l'Ouest. Elle vise entre autres à mener des actions de mobilisation des jeunes pour le renforcement de la coopération entre les deux États, œuvrer pour la consolidation des acquis de la coopération entre la Turquie et le Niger, créer un cadre de partage et d'expérience entre les jeunes du Niger et de la Turquie, défendre et promouvoir les intérêts de nos deux pays,
Et enfin, favoriser la participation des jeunes du Niger et de la Turquie dans le développement de la coopération bilatérale. Procédant à l'ouverture de ces travaux, le ministre de la Jeunesse et des Sports a exhorté les participants à réfléchir sur les voies et moyens de promotion de la coopération nigéro-turque. Chers jeunes, je vous félicite et vous exhorte à préserver encore, en focalisant vos belles et fortes énergies sur les problèmes de jeunesse qui se posent avec le plus d'acuité pour que dans la synergie de vos actions éclose par vous d'abord et pour vous ensuite les solutions idoines de votre épanouissement. L'association plateforme de la jeunesse turco-nigéro-turque, cadre de promotion d'échanges et d'action de mobilisation des jeunes pour le renforcement de la coopération entre nos deux États, en constitue l'instrument privilégié. Cette conférence a été animée par d'éminents conférenciers et académiciens nigériens et turcs, ainsi que par les membres de la plateforme qui ont exposé sur des thèmes de grande importance, mettant en exergue la coopération bilatérale nigéro-turque. Le 29 novembre dernier, la salle de conférence du Grand Hôtel a abrité un point de presse de l'association nigérienne de marketing social Anima Sutura. Objectif de ce point de presse est de faire la situation du VIH-Sida au Niger, une pandémie qui est en nette régression. N'est-ce pas, Idima Mansiraji et Jamil Oumarou? Le 1er décembre de chaque année, l'occasion est saisie pour célébrer la journée mondiale du sida. C'est en prélude à la célébration de cette journée 2013 que l'association nigérienne de marketing social Anima Sutra a organisé cette conférence de presse dont le thème central est « Bilan et perspective de la lutte contre le VIH au Niger ». Une conférence de presse qui a vu les exposés de Dr Zainabou Maïga, coordonnatrice du comité intersectoriel de lutte contre le sida, Dr Azara Bamba, coordinatrice de l'ONU-SIDA, et Mme Viviane Hugues du Fonds mondial. De 0,6 à 0,4, on se dit qu'on est en train d'inverser les tendances. Ça veut dire que pour l'horizon 2015, je pense qu'on a pratiquement atteint les objectifs. Mais l'idée, comme je l'ai dit, dans le cas stratégique, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait vraiment pas de nouvelles infections, surtout chez les enfants qui sont de parents séropositifs. Concernant les OMD, pour le VIH, c'est l'OMD6. L'OMD6, il faut bien le regarder, c'est stabiliser ou inverser les tendances, c'est le cas au Niger. Auparavant, nous avons 63 000 personnes. En 2006, nous avons 103 000 personnes à atteindre. Et comme je l'ai dit, l'enquête permet de mesurer le niveau de connaissance, le niveau etc., etc. Donc ces informations sont des informations programmatiques qui ne viennent pas d'une seule intervention, mais qui viennent de plusieurs interventions combinées. Et ce sont ces chiffres que vous avez. Donc pour nous, en termes d'atteinte de l'objectif OMD6, le Niger fait partie des 25 pays qui sont en train d'inverser la tendance. Et ça va ressortir dans le rapport mondial. De la détection du premier cas du sida au Niger à ce jour, la maladie a constitué un lourd fardeau pour les individus, les ménages et les communautés. Cependant, il faut noter que des avancées significatives dans sa prévention et sa prise en charge ont été enregistrées au Niger. Direction Maradi, où le président du conseil de ville de Maradi a initié le 26 novembre dernier une opération de bouchage de caniveaux d'eau usée qui débouche anarchiquement dans les rues de certains quartiers de Maradi. Une opération entreprise après un délai renouvelable de mise en garde. Aussi Abdraman pour le compte-rendu. Le conseil de ville de Maradi a effectué plusieurs visites dans les arrondissements communaux 1 et 3 où il a lancé une opération de salubrité particulière dans le quartier Ali Dansovo. Opération qui consiste à boucher les conduits d'évacuation des eaux usées des ménages qui débouchent sur les rues. Le président du conseil de ville appelle au sens de responsabilité des populations de Maradi et surtout à leur sincère contribution pour l'assainissement de la ville. Ça fait au moins 3 mois que nous sommes en train d'informer la population que nous n'allons plus tolérer que les gens laissent des fosses septiques d'abord ouvertes, mais aussi laisser l'eau usée couler, c'est-à-dire ils font des trous d'évacuation des eaux usées sur les rues.
Et pour nous, ça c'est en dehors du fait que c'est dangereux pour la santé, c'est aussi, ça contribue vraiment à la dégradation de l'environnement et c'est source de toutes les maladies. Mais aussi ça tue et ça dégrade les rues, du coup ça cause beaucoup de ennuis aux usagers et aux riverains. Donc nous avons passé à la sensibilisation, donc aujourd'hui nous allons passer à l'action. Le président du conseil de ville s'est ensuite rendu dans les locaux de la mairie de l'arrondissement communal 1 situé dans le quartier Bouzou-en-Zambadi où il a ouvert les travaux de la session budgétaire de l'année 2014. Après le mot de bienvenue du président du conseil d'arrondissement Hamissou Abdou, la représentante du gouverneur Madame Awissou Maria a souhaité plein succès aux travaux de cette session. Dans son intervention, le président du conseil de ville de Maradi a mis en exergue les travaux de construction d'infrastructures publiques engagés par la mairie depuis 2011. Il a surtout appelé à la préservation de ces édifices qui sont des acquis nationaux. L'étape suivante de cette série de visites est le centre socio-éducatif des jeunes Sani Habou Magaji, toujours dans le premier arrondissement. Un centre de formation des jeunes en informatique et en couture financé par l'État du Niger et la coopération française de développement. Le président du conseil de ville nous explique. C'est surtout pour nous l'occasion d'exprimer toute notre reconnaissance à cette coopération française, n'est-ce pas, et à la France, parce que au-delà de ce partenariat, je pense que cette coopération française fait beaucoup de choses à la ville de Maradi. La France, à travers beaucoup des organismes, accompagne beaucoup la ville de Maradi. Donc, mais aujourd'hui, à travers cette coopération avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, que la France aujourd'hui touche ce que nous avons de plus cher et de plus important, qui est la vie et l'encadrement de notre jeunesse. Je pense qu'on ne peut que s'en réjouir et vous assurer que la population, la commune va s'approprier tous ces investissements afin que cela profite à nos populations. D'ores et déjà, avec l'engouement que cela a créé, a suscité tant au niveau de toutes les couches. Vous avez vu les femmes, elles ne font que rentrer, mais aussi les jeunes, etc. Cela nous donne espoir que ça sera une réussite et nous serons à la hauteur quand même de cette confiance que le ministère nous a placée. La dernière étape de la visite du président du conseil de ville était la maison des jeunes et de la culture Bawatan Wardaga dans l'arrondissement communal 3 où il a ouvert les travaux de la session de la dite commune. Dans son intervention, il a surtout exhorté les participants à œuvrer davantage pour le bien-être social et la réussite de toutes les actions de développement déjà entreprises dans notre pays. Restons toujours à Maradi, cette fois-ci pour signaler la cérémonie de clôture de l'atelier du dispositif national de prévention et de gestion de catastrophes et crises alimentaires. Un atelier qui vise à évaluer le degré de vulnérabilité et de résilience des populations nigériennes. Retrouvons une fois de plus Aoussi Abdraman pour le compte-rendu. Pendant 3 jours, les participants à l'atelier de la revue après action des premières rencontres techniques annuelles d'évaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale ont abordé plusieurs sujets relatifs aux sources et aux facteurs liés à la vulnérabilité de nos populations. Au sortir de cet atelier, plusieurs analyses et recommandations ont été formulées par les participants. En ce qui concerne la première phase de la revue après action, comme je l'ai noté tantôt dans mon allocution de clôture, on peut noter que plus de 130 milliards ont été investis au cours de l'année 2013 pour répondre aux sollicitations diverses. Et ces 130 milliards ont été investis dans différents domaines comme les opérations de cash, les opérations de vente à prix modéré, les opérations de distribution gratuite, ciblée, la lutte contre la malnutrition. Le deuxième aspect est relatif donc à l'identification des zones vulnérables. Pendant 3 jours, les participants ont eu à se pencher sur les différents facteurs de vulnérabilité qui ont caractérisé donc, notre pays et notre population. Et à l'issue de cet exercice, il est apparu qu'on a identifié à peu près un peu plus de 4000 villages et campements
qui sont situés dans des zones de vulnérabilité et pour lesquels une population globale, je dis bien une population globale de 4 millions d'habitants ont été recensés. Mais ça ne veut pas dire que ce sont tous ces 4 millions de personnes qui sont vulnérables. L'analyse de la vulnérabilité indique qu'il existe 232 zones vulnérables, dont 98 sensibles. La coordonnatrice du système d'alerte précoce et de prévention des catastrophes nous livre le bilan des résultats auxquels ils sont parvenus. Cette année, l'analyse fait ressortir au niveau département qu'il n'y a aucun département qui est en état de famine. Par contre, nous avons 2 départements qui sont extrêmement vulnérables. Nous avons 32 qui sont moyennement vulnérables et 40 départements qui sont faiblement vulnérables. Donc ça, c'est l'analyse au niveau des départements. En plus, donc, nous approfondissons cette analyse pour avoir la situation à l'intérieur des départements parce qu'un département faiblement vulnérable peut renfermer des zones extrêmement vulnérables. Comme tous les pays du Sahel, le Niger fait face depuis plusieurs décennies aux conséquences des changements climatiques. Conséquences qui se traduisent soit par la rareté de pluie, soit par des pluies précoces. Ce qui est de nature à créer un déséquilibre agricole, facteur de vulnérabilité. Cet atelier permettra aux décideurs politiques et aux partenaires humanitaires de mieux s'orienter vers les zones jugées vulnérables en vue d'apporter des réponses appropriées. Voilà, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Vous le savez, elle est relative à la visite du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, qui séjourne dans notre pays depuis ce matin. Après l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, les 2 chefs d'État se sont rendus au palais de la présidence où une réunion entre les 2 délégations a eu lieu. L'essentiel de cette réunion avec Isidore Banaba et Soumaïla Dandi. Très bonne réception. Au revoir. Tête à tête entre les 2 présidents, les 2 délégations se sont rendues au palais présidentiel où une réunion élargie aux membres de la délégation a eu lieu. À cette occasion, le président mauritanien a rappelé les liens historiques et géographiques qui lient les 2 peuples, des liens basés sur des valeurs telles que la solidarité et la tolérance. Les similitudes entre le Niger, frère, et la Mauritanie sont à ce point évidentes. En effet, l'histoire et la géographie ont façonné un modèle partagé de société, bâti sur un socle de valeurs fondées sur la foi, la solidarité, la tolérance et l'endurance. De graves menaces pèsent aujourd'hui sur l'équilibre millénaire de ce modèle de société. Il y a d'abord la dérive d'une lecture radicale de la religion, fondée sur l'intolérance qui a engendré l'extrémisme et le terrorisme. Il y a ensuite une dégradation accélérée de l'environnement sous l'effet des changements climatiques et ses corollaires en matière de détérioration de l'économie. Abondant dans le même sens, le président Issoufou a rappelé quelques faits historiques et politiques que partagent les 2 pays. Le Niger et la Mauritanie appartiennent au même espace, l'espace sahélo-saharien, carrefour d'échange et de brassage, creuset d'une civilisation islamique, incarnée par des villes comme Chinguetti, la ville aux 1200 manuscrits, véritable Sorbonne du désert, ou Agadez, son équivalent au Niger. De ce passé historique, nos 2 pays ont puisé les valeurs sur lesquelles ils ont bâti des relations de fraternité et d'amitié restées constantes tout au long de leur histoire. Ainsi, au lendemain de leur accession à la souveraineté internationale, c'est tout naturellement que nos 2 pays seront membres de l'Union africaine et malgache, de l'Organisation commune africaine et malgache et de la CEDEAO. La signature le 11 février 1989 de l'accord portant création de la Grande Commission mixte viendra parachever l'édifice de nos relations déjà si anciennes. Votre présente visite au Niger, Monsieur le Président, de même celle que j'ai effectuée en mars dernier dans votre pays, constitue assurément
des moments forts dans nos relations, dans la mesure où il aura fallu attendre 24 ans, soit le 18 août dernier, pour tenir la première session de la grande commission mixte nigéro-mauritanienne. Le président mauritanien effectue sa visite dans un contexte particulier, notamment la situation au nord Mali. Conscient qu'il ne peut y avoir ni développement, ni démocratie, encore moins de promotion du respect des droits humains sans la sécurité, le président Mohamed Ould Abdelaziz a félicité le Niger pour les efforts consentis en faveur de la paix dans la sous-région. La Mauritanie mesure une importante dimension des sacrifices humains vaillamment consentis par le Niger frère pour faire face au terrorisme sur son propre sol et dans la région sahélo-sahélienne. Le Niger contribue aussi ainsi de manière notoire à la sécurité collective au Sahel et à celle du monde. La Mauritanie aspire à renforcer sa coopération avec le Niger dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques. Face aux défis sécuritaires actuels, les pays de la sous-région doivent renforcer leurs relations afin de circonscrire le terrorisme. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en exécution une stratégie multidimensionnelle, a souligné le président Issoufou Mahamadou. Je voudrais en particulier m'appesantir sur la question de la sécurité, qui mérite assurément que nous lui accordions une importance de premier ordre, surtout au regard des graves périls qui font peser sur les États de notre espace le terrorisme et le narcotrafic. La grave crise à laquelle le Mali, ce pays frère, frontalier à nos deux États, a été confronté, nous commande plus que jamais de renforcer nos relations à travers notamment notre appartenance au groupe des pays dits du Champ. L'accord de coopération militaire entre nos deux pays est un pas important sur la voie de l'établissement de relations solides dans cet important secteur. Les échanges auxquels nous allons procéder tout au long de votre séjour nous permettront, j'en suis sûr, de passer en revue les différents actes de notre coopération, de les renforcer de façon à répondre aux attentes des peuples mauritaniens et nigériens à plus de solidarité, de coopération, de paix et de développement. Le Niger s'est engagé dans un vaste programme dit de la Renaissance qui, bâti sur le socle de la démocratie et de l'état de droit, vise à jeter les bases d'un développement économique durable du pays. Engagés dans la même bataille, celle de la lutte contre la pauvreté, nos deux pays gagneraient à renforcer et à diversifier leur coopération dans tous les domaines, a ajouté le président du Niger.